Archaeoteuthis est le plus ancien synapside connu. Il vivait dans ce qui est maintenant la Nouvelle-Écosse au Canada pendant le Carbonifère. À cette époque, c'était un marécage semblable aux Everglades d'aujourd'hui en Floride. Son mode de vie aurait été plus ou moins le même que ses autres contemporains reptiliens, c'est-à-dire des insectivores diurnes. Ophiacodon est un autre synapside basal et est proche de la lignée évolutive menant aux mammifères. Il vivait très probablement sur Terre, mais les paléontologues ont parfois pensé qu'il était amphibien, mais ses longs membres postérieurs n'auraient pas été un moyen de propulsion efficace. Casea avait des dents manquantes dans sa mâchoire inférieure et avait des dents émoussées dans la mâchoire supérieure. Ces adaptations indiquent qu'il s'agissait d'un herbivore, se nourrissant de plantes relativement coriaces telles que les fougères. Leurs fossiles se trouvent généralement dans les environnements des hautes terres et leur anatomie serait inhabituelle pour un animal semi-aquatique. Cotylorhynchus était un animal fortement bâti, avec une tête disproportionnellement petite et un énorme corps en forme de tonneau. Il est généralement considéré comme le plus grand vertébré terrestre de son temps. Tetraceratops aurait ressemblé à un grand lézard avec 4 cornes sur son museau et une paire de grandes épines émanant des coins de sa mâchoire. Les premières dents de la mâchoire supérieure étaient longues et en forme de poignard. Edaphosaure était un animal à sang froid. Il avait donc besoin de la voile sur son dos pour absorber la chaleur pendant la journée et la libérer lentement pendant la nuit. Mais des recherches récentes qui ont examiné la structure osseuse microscopique des hautes épines neurales chez Edaphosauridés ont soulevé des doutes quant au rôle thermorégulateur de la voile et suggèrent qu'une fonction d'affichage est plus plausible, mais rien n'empêche la voile d'avoir deux fonctions. Ses dents étaient si primitives que la mastication se faisait essentiellement dans son estomac. C'est pourquoi il était si trapu, c'était une proie lente et assez facile pour certains des grands prédateurs de l'époque. La dentition marginale d'Iantasaurus est similaire à celle des reptiles insectivores. Contrairement à Edaphosaure, il était légèrement bâti et était probablement assez agile. Secodontosaure n'est connu que par des restes post-crâniens très incomplets, ce qui rend difficile l'étude de cet animal. Une étude récente de la structure des épines neurales de Sphénacodon confirme que les parties supérieures n'étaient pas enfermées dans une épaisse bosse musculaire et faisaient plutôt saillie au-dessus d'une couche de muscles pour former une crête dorsale basse. Les découvertes de spécimens de Sphénacodontidés, dans lesquels la déformation post-mortem du corps provoquait le chevauchement des épines dorsales, suggèrent que les épines n'étaient pas reliées par des tissus durs ou particulièrement résistants. Le Dimetrodon est souvent pris à tort pour un dinosaure, ou au moins comme un de leurs contemporains, mais il a vécu bien avant le Mésozoïque. Il est également génétiquement plus proche des mammifères. Comme pour les daphosaures, sa célèbre voile dorsale lui permettait de réguler la température de son corps. Peut-être une transition qui conduit plus tard vers les animaux à sang chaud. Aussi, les reconstitutions plus récentes montrent des dimétrodons avec des membres plus droits placés sous le corps comme les mammifères, plutôt que sur les côtés comme les lézards. Eotitanosuchus était sans aucun doute un animal dominant dans son environnement. Trouvé conservé dans les dépôts inondés contenant de nombreux squelettes d'Estéménopsuchidés, il a été suggéré que ce grand prédateur était un excellent nageur, peut-être semi-aquatique. Biarmosuchus semblerait représenter l'une des espèces les plus primitives du groupe de Biarmosuchia et pourrait être considéré comme un bon modèle basal pour les autres formes, généralement plus tardives. C'était un animal légèrement bâti, sûrement agile,
qui se seraient nourris de tétrapodes plus petits. En raison de l'érosion et de l'écrasement dorso-ventral, les caractéristiques du crâne du Burnetia sont difficiles à interpréter. Les lignes structurelles sont encore déformées par la forme inhabituelle du toit du crâne. Estemenosuchus avait une large posture d'après l'analyse de ses articulations d'épaule, et son crâne possédait plusieurs ensembles de grandes cornes, quelque peu similaires au bois des élans modernes, poussant vers le haut et vers l'extérieur à partir des côtés et du haut de la tête. Il a été suggéré que l'animal avait une température interne assez constante. Les dinocéphales sont les thérapsides les moins avancés. Bien qu'ils soient toujours spécialisés à leur manière, ils étaient parmi les plus grands animaux de la période permienne. Antéosaurus était un animal allongé ressemblant à un crocodile, mais il était probablement tout à fait capable de se déplacer sur Terre pour chasser des proies. Il avait un crâne épaissi et cela a été suggéré comme une adaptation au comportement à coups de tête, comme les béliers actuels. Ulemosaurus est considéré comme un herbivore, mais parce que les mandibules est fortement construite, certains paléontologues le considèrent comme un carnivore, l'espèce étant capable d'utiliser la force musculaire pour découper des proies avec ses incisives. Struthiocephalus se nourrissait dans ou près de l'eau. Les dents étaient utilisées pour déraciner, cueillir et saisir la matière végétale. La surface osseuse autour de la narine pourrait indiquer la présence d'une valve charnue utilisée pour fermer la narine sous l'eau. Les Mochops rempliraient une niche évolutive importante avant l'arrivée des dinosaures, ce qui en fait l'équivalent du signet de l'évolution. Ce qui signifie qu'ils vivaient à peu près de la même manière que les dinosaures qui sont arrivés plus tard. Il a été bâti au ras du sol et devait pâturer comme les vaches le font aujourd'hui. C'était une créature avec une apparence très étrange, ne ressemblant à rien de ce que l'on côtoie aujourd'hui. Suminia a été trouvé dans les sédiments de grès. Il s'agissait donc très probablement d'une espèce vivant dans des deltas. Mais cette conclusion ne satisfaisait pas tous les paléontologues, car le spécimen aurait pu être transporté en aval par les fleuves, loin de son habitat. Des fossiles découverts plus récemment indiquent qu'il menait un mode de vie plus arboricole. Dictodon partageait de nombreuses caractéristiques avec les mammifères modernes, plus particulièrement comme des chiens de prairie, car il creusait des terriers dans la terre et vivait dans ces galeries. Ce petit animal herbivore était l'un des synopsides les plus efficaces de la période permienne. Il utilisait son bec pour casser les branches des arbustes clairsemés du désert. Il devait aussi avoir un système digestif exceptionnellement efficace, en raison du manque de nutriments présents dans les plantes du désert. Cystecéphalus semble avoir été endémique du bassin du Karoo en Afrique du Sud. Il est le plus commun dans son habitat dans lequel il domine la faune. Les dicynodontes apparaissent pour la première fois au cours du Permien moyen et ont subi un rayonnement évolutif rapide, devenant les vertébrés terrestres les plus prospères et les plus abondants du Permien supérieur. Depuis que le genre a été nommé pour la première fois, plus de 160 espèces ont été attribuées à Dicynodon. Cet animal n'avait pas de dents, à l'exception des défenses proéminentes. Il a probablement coupé la végétation avec son bec corné, un peu comme une tortue, tandis que les défenses ont peut-être été utilisées pour déterrer des racines et des tubercules. Les dicynodontes ont longtemps été soupçonnés d'être des animaux à sang chaud. Leurs os sont très vascularisés et possèdent des canaux aversiens, et leurs proportions corporelles sont propices à la conservation de la chaleur. Le lystrosaure est remarquable pour avoir dominé le sud de la Pangée au début du Trias pendant des millions d'années. Son fossile a d'ailleurs permis de comprendre que les continents étaient reliés à cette période. Au moins une espèce non identifiée de ce genre a survécu à l'extinction massive de la fin du Permien.
Il a donc été suggéré que l'istrosaure a survécu et est devenu dominant parce que son style de vie fouisseur lui a permis de faire face à une atmosphère d'air vicié. Mais pour certains paléontologues comme Bunton, peut-être que la survie du listrosaure était simplement une question de chance. Canemeyeria était bien adapté à la vie herbivore. Il avait un bec puissant et de solides muscles à la mâchoire, construits pour tondre le matériel végétal. Bien qu'il ait une grosse tête, il était léger en raison de la taille des orbites et de la cavité nasale. Placerias passait probablement son temps à mâcher de l'herbe. Il vivait au bord des lacs et des rivières. Ses défenses courtes n'étaient probablement pas utilisées pour se procurer de la nourriture, mais servaient de protection contre les animaux qui tentaient de l'attaquer. Il marchait sur 4 pattes courtes et trapues. Il a peut-être même vécu comme un hippopotame moderne, passant une partie considérable de son temps dans l'eau. Nous ne savons pas exactement pourquoi cet animal a disparu. Certains paléontologues ont émis l'hypothèse que des dinosaures mieux développés sont arrivés et les ont conduits à l'extinction par concurrence. Bien qu'il soit le groupe de dicynodontes le plus riche en espèces de la période Triassique, les Canemeyeariformes présentent beaucoup moins de diversité en termes d'anatomie et de rôle écologique que les dicynodontes de la période permienne. Ischigualastia était un membre commun de la faune locale, bien qu'il ne soit pas aussi abondant que les herbivores de taille moyenne comme Hyperapodon. Le seul danger pour un animal aussi énorme était les pseudocichiens, avec des prédateurs géants comme le Zorosuchus. De la taille d'un éléphant et pesant environ 9 tonnes, l'Isowichia est le plus grand tétrapode terrestre non dinosaurien connu du Trias et le membre le plus récent connu de ce groupe. Les gorgonopsiens ont évolué au Permien moyen, à partir des thérapsides ressemblant à des reptiles qui vivaient de la même période. Les premières espèces étaient petites, pas plus grosses qu'un chien. L'extinction des dinocéphales a conduit les gorgonopsides à devenir les principaux prédateurs du Permien supérieur. Gorgonops lui-même était un représentant de taille moyenne du groupe. Outre les dents, l'un des principaux avantages prédateurs qu'ils avaient sur les proies était que les pattes soutenaient le corps par le bas et auraient permis une course beaucoup plus rapide. Lycaenops a également marché et couru avec ses jambes longues tenues près de son corps. C'est une caractéristique que l'on retrouve chez les mammifères. La capacité de se déplacer comme un mammifère aurait donné à Lycaenops un avantage sur les autres vertébrés terrestres, puisqu'il aurait pu les distancer. Inostrancevia est connu à partir de plusieurs crânes et de 2 squelettes presque complets. C'était le plus grand gorgonopside connu. Il partageait son habitat avec Scutosaurus, dont il se nourrissait probablement avec ses canines en forme de dents de sabre. Son corps était svelte, avec des pattes plutôt courtes. C'était le plus gros prédateur de son époque. Procinosuchus est considéré comme l'un des cynodontes les plus anciens et les plus basaux. Il a de nombreuses caractéristiques primitives, mais il a aussi des caractéristiques qui le distinguent de tous les autres premiers thérapsides. Certaines de ces caractéristiques ont été interprétées comme des adaptations à un mode de vie amphibie. Le Trinaxodon a adopté une posture semi-étalée, une forme intermédiaire entre la position étalée des pélicosaures et la posture plus droite présente chez les mammifères actuels. Il est répandu dans les archives fossiles, en partie parce qu'il était l'un des rares carnivores de son époque.
L'absence de côte dans la région de l'estomac de Cynohiatus suggère la présence d'un diaphragme efficace, un muscle important dans la respiration des mammifères. C'était un animal fortement bâti, avec une tête particulièrement grosse. Les marques dans la mâchoire supérieure et inférieure de Cynodonte ont été interprétées comme des canaux qui alimentent les vaisseaux sanguins et les nerfs des moustaches. Hexaérotodon était un herbivore avec une action de broyage spécialisée lors de l'alimentation. Une analyse de la taille des os des petits collectés à Paléorota a conclu que la mère Hexaérotodon pouvait avoir un ou deux petits pour une grossesse. Probeinoniatus était une espèce de petit cynodonte carnivore qui possédait des caractéristiques qui établissent un lien entre les cynodontes et les mammifères. Le développement de l'articulation de la mâchoire est une étape importante dans l'évolution des mammifères, car cette articulation squamosale dentaire est l'articulation que possèdent tous les mammifères existants. Ces découvertes prouvent que Probeinoniatus et Oligokyphus doivent être placés sur la ligne ascendante vers les mammifères. Le tritylodon partageait de nombreuses caractéristiques avec les mammifères et était autrefois considéré comme des mammifères en raison de la construction globale du squelette. Il est considéré maintenant comme un synapside non mammalien. Bienotherium est défini comme étant grand et robuste par rapport aux autres tritylodons, ainsi que par des maxillaires exposés dans le crâne, un diastème inhabituellement long et un os zygomatique fin. La dentition des cynocododons peut être disposée en une série de longueurs croissantes. La combinaison des caractéristiques basales des tétrapodes et des mammifères en fait une espèce de transition unique. Il n'y a tout simplement pas d'animaux comme lui vivant de nos jours. Adelobacillus est également une forme de transition dans la transformation du caractère de cynodonte en mammifère du Trias. Pour cette raison, on pense qu'il s'agit de l'ancêtre commun de tous les mammifères modernes, ou d'un proche parent de l'ancêtre commun. Castorocoda était hautement spécialisé avec des adaptations évoluant de manière convergente avec celles des mammifères semi-aquatiques modernes, tels que le castor. La queue était large avec des écailles entrecoupées de poils qui devenaient moins fréquents vers la pointe. Sa découverte montre que les mammifères du Mésozoïque, même s'ils restaient plus petits que les dinosaures, se spécialisaient dans plusieurs niches écologiques très diverses. Ces premiers mammifères ont développé de nombreux traits qui devaient les rendre bien adaptés à un mode de vie très actif. Ils comptaient sur la nourriture qu'ils mangeaient pour aider à maintenir leur température corporelle, plutôt que de dépendre de leur environnement. Les logiques d'encadrement phylogénétique feraient de Mégazostrodon et Morgunacodon des nocturnes et fouisseurs. Ils vivaient probablement en zone boisée.